Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 76e épisode du Dreamcast Show, il me semble. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, évidemment. Et on se retrouve pour un épisode furtif, un épisode pas du tout prévu, puisqu'on va parler de l'arrivée de Karl Anthony Towns aux Knicks aujourd'hui. Et le programme, il est très simple, je vous l'explique. J'ai vu le trade, je me suis réveillé comme tout le monde samedi matin. J'ai vu le trade, je me suis dit waouh. Faut que j'en parle, j'ai pas le temps d'en parler samedi. Est-ce que Azad t'es là dimanche? Il n'est pas là, donc il m'a dit bon bah vas-y, prends ton micro, tourne un podcast et publie l'épisode. Et puis ça tombe bien puisque j'ai tellement de choses à dire qu'on est parti sur cet épisode improvisé sans trop de script. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas du tout combien de temps l'épisode durera. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Et on est parti tout de suite pour parler du gros chat à New York. Alors, par où commencer? C'est assez compliqué, mais commençons peut-être par un récapitulatif du trade simplement, puisque Karl Anthony Towns, le premier choix de la draft 2015 et un des 3 seuls joueurs de la loterie 2015 qui était encore dans son équipe qu'il avait drafté, s'est fait trade. Il n'en reste donc plus que c'est Devin Booker et Miles Turner, mais c'est un autre sujet. Le trade, il est plutôt simple, c'est que Karl Anthony Towns débarque à New York contre Julius Randle, Donte DiVincenzo et un first round. Et il me semble qu'il y a aussi des choses qui sont un peu greffées. Les Hornets ont récupéré un pick dans l'histoire, mais donc nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour faire un débrief de ce trade et je vous propose de faire la grosse partie évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis fan des Knicks, donc on va beaucoup se concentrer sur les Knicks. On parlera des Wolves à la fin, mais commençons donc avec New York. Et donc les Knicks qui perdent Julius Randle et Donte DiVincenzo et qui gagnent Karl Anthony Towns. Et je pense que le premier truc à dire, c'est l'aspect peut-être pas financier, mais contractuel de ce trade, puisque il y avait une grosse inquiétude quand même autour de Julius Randle. Et il y avait tellement de questions autour de Randle que certains en avaient même fait des vidéos. Je ne dirais pas qui. C'est sans doute pas moi en tout cas. Mais en fait, avec Julius Randle, pour faire court, la situation, c'était que il allait avoir un rôle un peu nouveau, sans doute à la création. Il allait jouer gros, très gros, puisqu'il était en dernière année de contrat. Et en fait, son rendement allait déterminer si oui ou non il allait être prolongé. Et si ça se passait mal, on aurait même pu avoir un Julius Randle qui partait contre rien finalement. Et l'effectif était beaucoup plus construit autour de Brunson que autour de lui. Donc, fatalement, on allait peut-être avoir un Julius Randle qui allait pas avoir un très bon rendement cette année. J'avais mis l'hypothèse dans la vidéo que la meilleure line-up des Knicks à l'instant T, c'était sans doute Brunson, DiVincenzo, Mikal Bridges, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Et donc sans lui, il aurait pu partir contre rien. Et en faisant ce move, en y collant évidemment Donte DiVincenzo, les Knicks y récupèrent quand même un Karl Anthony Towns qui est sous contrat cette saison, donc 2024-25, l'année prochaine, l'année d'après, l'année encore d'après, et qui a une player option en 2028-29. Donc, on a, mine de rien, Jalen Brunson, OG Anunoby, Karl Anthony Towns, et sans doute Mikal Bridges qui va prolonger, et Josh Hart aussi, qui sont sous contrat sur du long terme, mine de rien. Et c'est presque ton 5 majeur, on va en reparler après, mais c'est quand même 5 joueurs très compétitifs, plutôt complémentaires sur pas mal d'aspects, qui sont sous contrat et autour desquels tu peux construire pendant 4 ans. Pendant 4 ans, et ça a une valeur assez dingue comparé à la situation dernière où finalement, vu que tu es déjà un peu dans la taxe, à la situation on va dire avant le trade, où tu es déjà dans la taxe, donc si Julius Randle partait, t'allais rien avoir en échange. Et potentiellement, tu perdais beaucoup de valeur contre rien et tu te retrouvais un peu bloqué avec finalement un effectif qui perdait de la valeur sportive avec Julius Randle,
mais sans forcément avoir de contrepartie. Et donc là, tu as collé Donte DiVincenzo, mais comme j'ai dit, voilà, tu as vraiment, pour moi, l'aspect central de ce trade, c'est ça. C'est que tu as un noyau dur de joueurs, qui est peut-être pas parfait, et on va y revenir encore une fois, mais qui est sous contrat pendant très longtemps. Très longtemps. Et ça, c'est très très positif. Et je pense que voilà, ça apporte un peu de sérénité sur le long terme à ces Knicks. Mais donc parlons maintenant un peu plus de l'aspect sportif. Un peu plus de l'aspect sportif à New York. Et revenons aussi à la situation avant ce trade, qui avait quand même beaucoup de choses pour être optimiste, mais aussi quelques petits points noirs, voire des red flags qui pouvaient faire peur. La première, c'est que du coup, dans ton 5 majeur, tu avais sans doute, en tout cas peut-être pas ton 5 majeur, mais dans ta line-up phare, tu avais Jalen Brunson, Michael Bridges et OG Anunoby. Et après, tu pouvais avoir du coup le fantasme Julius Randle en 5, mais tu y perdais beaucoup défensivement et en taille. Tu pouvais avoir une line-up sans Julius Randle avec plutôt Donte DiVincenzo, mais donc tu étais un peu plus small, un peu plus petit, et tu perdais l'avantage que tu as construit au fur et à mesure des années, qui était que tu étais une équipe très grande, très dominante au rebond offensif, surtout, et aussi au rebond défensif. Donc si tu avais des line-up plutôt avec Donte DiVincenzo, tu pouvais un peu perdre ça, on va dire. Hein. Et en fait, donc tu avais en fait, avec Donte DiVincenzo, tu avais l'aspect, on va dire, spacing. Avec Julius Randle, tu avais l'aspect plus rebond création, mais tu n'avais jamais les deux en même temps. Parce qu'avec Randle, tu n'avais pas forcément de spacing, tu avais ce problème de Randle et Mitchell Robinson qui ne sont pas forcément des shooters très respectés, voire pas du tout pour Mitchell Robinson. Et donc tu avais un vrai souci là-dessus, c'est-à-dire que tu n'avais pas le meilleur des deux mondes. Et avec Karl Anthony Towns, tu as potentiellement les deux mondes en même temps. C'est-à-dire que tu as un joueur qui space le terrain, puisque on est sûr quand même, avec Karl Anthony Towns, on l'oublie peut-être un peu souvent, hein, le niveau de shoot de Karl Anthony Towns, pardon. Mais en termes de juste pourcentage à 3 points, grosso modo, depuis sa saison 2017, depuis 7 ans, il est à plus de 40%. Il est à plus de 40%, sauf la saison 22-23, mais il a joué que 29 matchs, donc elle compte pas vraiment. Donc en fait, voilà, depuis 7 ans, Towns, c'est un joueur qui est à plus de 40% sur un gros volume. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que peut-être en termes de pourcentage et en termes d'utilisation, on peut le mettre en concurrence pure avec un DiVincenzo. Mais Donte DiVincenzo, il joue sur une ligne arrière. Et Karl Anthony Towns, il va jouer sur un poste plutôt intérieur. Et donc, ça a une valeur bien plus grande que Donte DiVincenzo. Alors, peut-être que j'ai peut-être mis un peu trop de bien, mais voilà. Tu as beaucoup plus de valeur à avoir ton intérieur qui shoot que ton poste 2. C'est presque un prérequis pour le poste 2 d'avoir ce niveau de shoot. Enfin, peut-être pas ce niveau de shoot comme Donte DiVincenzo, mais avoir un niveau de shoot correct au poste 2, c'est un prérequis. En tout cas sur une ligne arrière, parce que les postes, bon voilà, ça veut plus trop rien dire. Et sur un poste intérieur, ça a une valeur incroyable. Ça a une valeur vraiment assez phénoménale. Et finalement, l'autre aspect de ce trade qui est pour moi assez central, c'est que avant l'échange, tu avais pour moi une grosse dépendance à Mitchell Robinson. Et Mitchell Robinson, c'est un joueur très injury prone, puisque voilà, vous le savez, avec le départ d'Hartenstein, tu avais que Mitchell Robinson, qui est, on va dire, un poste 5 dont tu es sûr qu'il peut avoir un certain rôle en playoff, parce qu'il t'apporte quand même un certain niveau défensif, petite menace de lob, il a un peu progressé sur la pose d'écran, surtout grosse présence au rebond offensif, et ça, il était plus dispo jusqu'au début de saison, et donc les Knicks c'était un peu contraints, et on avait entendu beaucoup Tibbs qui disait on va jouer petit, donc avec juste Randle en 5, mais pour moi à quel point c'était pas un écran de fumée, parce que c'était pas viable, parce que juste Randle en poste 5, même avec un Josh Hart et un OG Anunoby, qui peuvent l'entourer avec beaucoup d'aide et beaucoup d'activités défensivement off-ball, c'était pas forcément viable. Là où avec Towns, c'est pas parfait, c'est sûr, c'est pas parfait, mais pour moi, Towns, on est sur un niveau défensif quand même supérieur
à Julius Randle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, sur ce début de saison, tu peux avoir Karl Anthony Towns au poste 5, mais quand Mitchell Robinson revient, tu peux avoir des séquences et des line-up, on va dire, avec Mitchell Robinson en 4 et Karl Anthony Towns en 4, pardon, et Mitchell Robinson en 5. Et une raquette, on va dire, composée des deux. Et avoir, on va dire, du coup, c'est là où c'est incroyable, c'est que défensivement, tu peux avoir Karl Anthony Towns qui va être ciblé beaucoup, mais Mitchell Robinson qui fait un peu le rôle de Rudy Gobert, c'est-à-dire de roamer, etc. Lui ou OG Anunoby selon les match-ups. Et donc finalement, tu as un peu cet assemblage d'OG Anunoby et de Mitchell Robinson pour défendre le panier, et du coup tu mets plus un Karl Anthony Towns on ball sur du edge pour être très agressif sur le porteur de balle. Et on a vu que ça tenait. Donc tu as des bonnes line-up défensives sans compromettre ton attaque. Et c'est là toute la clé du trade, c'est que tu ne compromets pas ton attaque en jouant grand, puisque tu peux avoir une line-up assez traditionnelle avec Mikal, OG et Towns, et du coup un axe 1-5, on va dire un peu plus classique, Jalen Brunson et Mitchell Robinson. Et défensivement, ça peut paraître grand, mais en fait c'est génial, parce que tu as sur le point d'attaque, selon les profils, mais on va dire sur les plus meneurs où il faut plus naviguer des écrans, tu as Mikal Bridges, c'est une upgrade assez incroyable, et sur les plus wing et sur les plus wing stoppers un peu plus costauds, tu peux avoir un OG Anunoby. Et ça c'est assez dingue, c'est assez dingue. Et puis même après, si on ouvre le banc, parce que c'est quand même aussi ça le basket, tu peux avoir un Miles McBride sur le point d'attaque. Donc tu as vraiment, en fait, pour moi, la crédibilité de jouer grand. Et là où l'année dernière, tu étais beaucoup dépendant du rebond offensif, et sur les dernières saisons, pour moi, tu l'es un peu moins, parce que Towns, offensivement, il colle beaucoup plus avec Jalen Brunson et Mitchell Robinson, qui est ton axe 1-5, que Julius Randle, tout simplement. Et dans la vidéo, c'est un peu ce que je disais, c'est que Julius Randle, sa grosse valeur, ça va être sans Jalen Brunson ou sans Mitchell Robinson, puisque sans Jalen Brunson sera lui le créateur, etc. Et il y avait un vrai besoin de créateur, et on peut s'arrêter un peu là-dessus. Mais là aussi, Towns, il est assez intéressant, parce que la vraie valeur de Randle, c'était peut-être son passing, mais couplé à Brunson, ça marchait pas si bien. Ça marchait pas si bien parce que Randle, c'est un passeur en mouvement qui était vraiment très mauvais comparé à un Isaiah Hartenstein qui justement avait toute sa valeur de short roll, etc. Et Julius Randle, il l'avait pas. Et les Knicks préféraient souvent, et c'est un peu des circuits qu'on a même retrouvés sans lui, mais jouer ce qu'on appelle des short action. C'est-à-dire qu'au lieu, quand on trappe Jalen Brunson ou quand on fait des couvertures agressives sur Jalen Brunson, au lieu de libérer directement au joueur duquel vient le joueur qui fait la trappe. Donc il y a le joueur qui est face à Jalen Brunson, et tu as souvent le deuxième joueur qui vient faire la trappe. Mais donc ça laisse un joueur seul. Et traditionnellement, on libère au short roll, on libère à Hartenstein, etc. Mais quand il y avait Julius Randle, en fait, on passait par un troisième joueur qui était statique cette fois. Donc Julius Randle, qu'on mettait du coup juste à côté de Jalen Brunson et à qui Jalen Brunson pouvait libérer. Et c'est depuis cette position statique, donc soit dans le corner ou en tête de raquette, que Julius Randle pouvait faire la connexion. Et donc on faisait en fait un jeu en triangle un peu, et donc on passait par Julius Randle pour servir ensuite le rôle dans un second temps, s'il était libre, en la personne de Mitchell Robinson. Donc ça c'était un circuit qu'on utilisait beaucoup, mais parce que Julius Randle n'avait pas ce passing en mouvement. Et je pense que Towns, c'est aussi une de ses lacunes, le passing en mouvement, et donc quelque part c'est schéma pour sortir, on va dire, du blitz, pour sortir, voilà, pour profiter de la gravité de Jalen Brunson. On va pouvoir les réutiliser avec Towns, mais je pense tout de même que c'est aussi un joueur qui peut jouer du short roll par moment. Mais ce qui est super intéressant, c'est que peut-être t'en as même pas besoin. Peut-être que t'en as pas besoin, parce que Karl Anthony Towns, s'il est sur un poste 5, il a le pick and pop, tout simplement. Il a le pick and pop, et donc tu peux avoir un autre joueur qui vient dans l'intervalle pour faire la connexion, ou alors en fait t'as pas ce rôle, et donc t'as pas cette raquette bouchée, et Jalen Brunson il peut driver, et ça on peut en parler, j'en ai parlé un peu sur Twitter, mais sur les line-up en fait avec Karl Anthony Towns en 5, ce qui va être important, c'est de voir évidemment comment ça tient défensivement, mais je pense qu'avec un OG Anunoby et un Josh Hart, ça tient.
Et ben ces line-up offensivement, et ben Jalen Brunson, il va avoir des lignes de drive qu'il n'a jamais connues à New York. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec Dallas, où il jouait avec un 5-out, c'était Porzingis le 5 ou des choses comme ça, souvent. Mais donc, il avait un spacing phénoménal, et Jalen Brunson, c'était 60% de réussite sur les lay-ups en fin de drive. Et depuis qu'il est au Knicks, c'est 52% de réussite sur les lay-ups en fin de drive. Donc on a quand même une grosse chute. Ça reste quand même plutôt très bon, Jalen Brunson, hein, d'autant plus pour le gabarit qu'il a. Donc c'est une belle preuve du footwork et du toucher de balle et du flotteur qu'il a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lui, Jalen Brunson, depuis qu'il est arrivé, il y avait soit Mitchell Robinson, soit Isaiah Hartenstein, soit Julius Randle, soit Josh Hart, soit 2, voire 3 des joueurs que je viens de citer. Et donc, il avait très peu de lignes de drive. Et c'est d'autant plus fort les chiffres qu'il a sur drive depuis qu'il est au Knicks, qu'il n'avait pas de spacing. Et là, donc, avec Towns en 5, la possibilité d'avoir des line-up où Towns est poste 5, ça ouvre des lignes de drive assez dingues. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai un peu vendu la mèche de ce que je voulais dire parce que j'ai pas forcément de trame, mais je m'y perds, mais que sur ces line-up, du coup, on reste vraiment sur Towns en poste 5, ça redynamise et ça revalorise complètement Josh Hart. Et c'est peut-être aussi lui le grand gagnant du trade, c'est que Josh Hart, on l'a vu un peu en playoff, il est utilisé parfois en connecteur parce que lui, il a cette capacité à être un passeur en mouvement sur short roll, connecteur, vraiment de très 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 haut niveau. Mais en fait, c'était un peu le même problème. C'est que quand tu l'utilisais avec Julius Randle et Mitchell Robinson, tu pouvais pas vraiment l'utiliser en poseur d'écran parce que du coup, la défense est ultra resserrée et donc lui, il va faire peut-être la bonne décision. Parfois, j'ai une séquence en tête sur les Pacers où il est utilisé comme ça et ça finit en jeu en triangle et en alley-oop pour Mitchell Robinson, pour OG Anunoby, je sais plus, mais ça finit en alley-oop et c'est vraiment une super séquence de jeu où il est utilisé en connecteur, mais finalement sur l'ensemble d'un match il y a énormément de séquences où juste Josh Hart il va arriver face à une raquette complètement bouchée en jouant son rôle, son short roll, et il va pas avoir de possibilité de passe parce que le défenseur respecte pas Julius Randle, il respecte pas Isaiah Hartenstein, il respecte pas Mitchell Robinson, et là encore une fois on a Karl Anthony Towns. Donc on peut imaginer finalement un pick and roll plutôt Jalen Brunson, Josh Hart, et autour de ça, Mikal Bridges, Karl Anthony Towns et OG Anunoby. Et OG Anunoby, c'est 40% dans les corners. Karl Anthony Towns, on a dit, c'est un shooter absolument d'élite. Et Mikal Bridges, aussi, c'est un incroyable shooter. Peut-être sous-estimé, peut-être oublié, avec ce qu'il a fait à Brooklyn où on lui a demandé beaucoup plus de création et du coup de pull-up. Mais en fait, si on ressort ces chiffres à Phoenix, en 2022-23, donc avant son année 23-24 en gros, mais même sur son année 23-24, si on regarde que les catch and shoot, c'est 39% en catch and shoot. L'année 2022-23, c'est 39% en catch and shoot. 21-22, 38%, 20-21, 40,5%. Donc voilà, on est sur un shooter qui a vraiment aussi de très bons chiffres en catch and shoot. Donc en fait, on a 3 shooters à 40% en catch and shoot, plus ou moins. Même avec Towns, on est un peu au-dessus en la personne de Mikal Bridges, OG Anunoby et Towns. Et donc, là, pour jouer son short roll, Josh Hart, il va avoir beaucoup d'espace. Et donc, je trouve que ça redonne encore plus de valeur quelque part, ce trade, à des pièces qui étaient déjà là. À un Josh Hart, à un Mikal Bridges qui va être exclusivement sur le point d'attaque défensivement. Et donc ça, c'est ultra intéressant. Et ce qui est aussi très cool avec Towns, c'est que tu as cette possibilité et un peu cette valeur que tu avais avec Randle, mais de créer un peu différemment de l'attaque. Tu ne la perds pas complètement, peut-être pas au niveau de Randle qui est vraiment un très très bon passeur sur post-up, je pense. Quand même un super passeur de post-up. Ça reste un super passeur de post-up et un joueur de mismatch peut-être encore plus efficace qu'un Julius Randle. Là, j'ai pas les stats, je vais essayer de vous les chercher en même temps que je parle. Mais avec Karl Anthony Towns, tu as vraiment ce côté où en fait, ce qui était pratique avec Randle et aussi avec Hartenstein, c'est que tu avais des systèmes pour Jalen Brunson
quand Jalen Brunson n'est pas dans un bon soir on ball, ce qui peut arriver au vu du volume de responsabilité, pour un peu le libérer. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu et qu'on a vu en playoff, c'est-à-dire la défense est plutôt bonne sur Jalen Brunson. Voilà, les Sixers, très bonne défense sur Jalen Brunson. Ok, on défend à 3 le pick and roll, donc Jalen Brunson ne peut pas aller dans ses spots. Il n'est pas en réussite sur son pull-up face au drop. Donc finalement, on a un Jalen Brunson qui a beaucoup de mal. Et sur ces séquences, ce qu'on faisait, c'est que souvent les débuts de mi-temps, enfin le nombre de mi-temps qui a commencé par un blind pig, c'est-à-dire en fait un mouvement où on passe par un troisième homme pour un peu... Il y a une vidéo sur le blind pig sur la chaîne que Azad a fait, mais on passe par un troisième homme pour lancer Jalen Brunson un peu plus off-ball vers le cercle, ou le nombre de systèmes vraiment off-ball avec Jalen Brunson, et ça c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément en playoff et qu'on remarque pas forcément, mais une vraie valeur de son jeu, Jalen Brunson, c'est qu'il est capable d'être mis off-ball. Qu'il est capable. Alors le problème c'est qu'il y avait tellement plus de créateurs aux Knicks qu'on l'a même presque plus trop vu sur les playoffs, mais c'était aussi ça qui était cool avec Randle, c'est qu'on a un joueur, Jalen Brunson, qui est létal sur les renversements et qui a un vrai jeu off-ball, qui est capable vraiment d'avoir, c'est pas le James Harden Prime, on en a parlé récemment dans les deep picks offensifs, mais avec Brunson, on a un vrai joueur qui a un certain volume off-ball finalement. Et ça c'est très agréable d'avoir Towns et de pouvoir répéter ces schémas où finalement on va avoir Towns en post-up. Et pour vous dire, Towns, c'est quand même 1,07 points par tir en post-up en 2023-24. C'est 72e centile, donc c'est mieux que 72% de la ligue. Et comme dit, c'est surtout un très bon passeur. Donc on va pouvoir recréer ces schémas avec Towns un peu en passeur stationnaire et on va voir des mouvements pour Jalen Brunson. Donc ça, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse continuer à utiliser Jalen Brunson en off-ball sur des renversements après un post-up. Même OG Anunoby était beaucoup trouvé sur des renversements de post-up de notre ami Julius Randle. Donc ça, c'est vraiment bénéfique aussi. Mais voilà, on peut garder Jalen Brunson off-ball avec Karl-Anthony Towns. Peut-être pas un passeur en mouvement génial, mais finalement, il n'en a presque pas besoin parce qu'il va pick and pop. Il a le pick and pop respecté, donc lui, il va pouvoir attaquer le close-out, ce que juste Randle ne pouvait pas faire. Et en fait, il peut faire la connexion un peu de façon stationnaire, soit en attaquant le close-out, soit en directement pas attaquant le close-out, mais en faisant la passe de renversement. Le fameux swing. Lui, il peut le faire, Towns, parce qu'il a le post-up. Et en fait, quand il a le pick and pop. Et quand il va pick and pop, les défenses, elles vont monter sur lui. Là où Julius Randle ne l'avait pas. Et donc, ça a forcé Julius Randle à jouer du pick and roll. Et donc, du passing plus stationnaire où il reçoit la balle en position de shoot. Mais du passing en mouvement où il attaquait le panier. Et ça peut sembler pas grand-chose. Mais en fait, les deux passeurs en mouvement sont pas géniaux. Mais Karl-Anthony Towns n'est pas obligé de jouer du passing en mouvement. Là où Julius Randle était obligé. Et comme dit, si tu veux jouer plus vraiment du short roll un peu plus vers le panier, tu as Josh Hart. Ou alors, si tu n'as pas Josh Hart, tu as Mitchell Robinson. Et là, tu peux jouer du pick and roll un peu plus classique. Et tu as, comme dit, ce très bon spacing autour. Et donc voilà. En fait, pour moi, Karl-Anthony Towns, il est un peu le meilleur des deux mondes de Julius Randle. En fait, c'est Julius Randle, mais sans les compromis de Julius Randle en attaque. En défense, peut-être à voir, même si je préfère un peu Karl-Anthony Towns. Mais en attaque, t'as pas les compromis de Julius Randle et t'as des vraies plus-values. Donc ça, c'est vraiment ultra positif. C'est vraiment ultra positif. Et juste pour vous dire, mais sur les tirs en spot-up, Jalen Brunson, donc les tirs en spot-up, ça, c'est-à-dire les tirs, c'est où on prend pas de dribble, c'est vraiment après un renversement, après une passe, bam, on prend le tir, on shoot. Et Jalen Brunson, sur ses tirs, ça représentait quand même 11% de son jeu, donc quand même une certaine part de jeu, on va dire assisté et off-ball. Et tenez-vous bien, mais il était à 70,2 d'effective field goal. C'est-à-dire 1,43 points par possession. C'est colossal en fait. C'est colossal.
Et oui, du coup, 1,43 points par tir tenté, bah, juste pour vous dire, hein, en spot-up, déjà ça représente 10% de son jeu, comme dit, donc c'est-à-dire c'est vraiment pas négligeable, hein, pas négligeable du tout. Et sur les joueurs qui ont joué au moins 50 matchs dans la saison, au moins 50 matchs et au moins 2 possessions par match en spot-up, et ben, il est deuxième de NBA. Deuxième derrière Sam Merrill, qui est un shooter d'élite de Cleveland. Hein, mais voilà, c'est pour vous dire que le niveau de shoot de Jalen Brunson sur ces situations, il est peut-être un peu monté aussi parce que l'échantillon est pas grand. Hein, c'est 2,9 possessions par match. Bon, comme dit, c'est 11%. Mais c'est deuxième de NBA. Et si on monte le curseur du coup à au moins 2,5 possessions par match, ben, il est premier. Il est premier devant des Kyrie Irving, des CJ McCollum qui font une énorme saison, des Norman Powell, des Isaiah Joe, des joueurs comme ça. Et donc voilà, avec Karl Anthony Towns, tu gardes cette possibilité, cette carte à jouer pour Jalen Brunson et pour les Knicks tout simplement. Cette carte tactique à jouer de... on dit souvent, voilà, les Knicks c'est la Jalen Brunson héliocentrique offense, et c'est vrai, mais pas tout à fait en un sens parce que tu as des petites variations tactiques qui sont importantes. Et donc la question en fait, avec Towns, mine de rien, ça reste de savoir est-ce que ça va tenir, sur les line-up où il est en poste 5. Parce que l'attaque, du coup, c'est génial. Tu as des grandes lignes de drive pour Brunson. Tu peux utiliser Brunson off-ball. Tu as Towns sur du post-up. Tu as Towns sur le pick and pop. Tu peux jouer du coup avec Josh Hart le pick and roll si tu veux un 1. Tu as un très bon spacing, etc. etc. Mais est-ce que cette line-up, du coup, elle peut tenir ? Et je pense qu'elle peut suffisamment tenir pour être positive, en fait. Pour que la balance soit positive. Parce que mine de rien, comme dit, tu as OG Anunoby et Josh Hart qui peuvent jouer avec Towns, là où Josh Hart pouvait difficilement jouer avec Julius Randle. Et tu peux avoir le volume off-ball de Josh Hart et OG Anunoby, leur playoff, ça a été, pour moi, ça a été vraiment un vrai kiff en tant que fan. Mais OG Anunoby, dans ce rôle un peu de roamer où tu le places sur le non-shooter, ça a été une vraie révélation pendant les playoffs. Parce qu'il commence la série face aux Sixers, face à Tyrese Maxey, on-ball, un peu le rôle qu'on lui connaît. Et finalement, il l'a fini off-ball. Et avec un volume de protection de panier qui a été bluffant. On avait vu des flashs en saison régulière, face à Brooklyn notamment. Mais là ça a été vraiment bluffant. Et je trouve que tu peux vraiment capitaliser dessus, puisque tu peux mettre OG et Josh Hart avec Towns, qui n'est pas non plus le pire pivot défensif de NBA. Et qui était d'ailleurs, quand tu lis les scootings, moi je ne l'avais pas scouté du tout, mais quand on lit les scouting reports de 2015, c'est drôle parce que c'est vraiment un prospect défensif, Towns. Et donc c'est assez rigolo. Mais bon, tout ça pour dire que Towns en 5 avec Hart et OG, ça passe. Et l'autre line-up, c'est avec, je pense, Mitchell Robinson à la place de Josh Hart. C'est-à-dire que tu gardes un peu cet aspect de un non-shooter sur le terrain. Et là, tu peux avoir des line-up qui, défensivement, comme je l'ai dit, sont très, très valuables. Donc, je pense que, voilà, si je devais résumer, c'est que tu n'as un peu pas les compromis. Tu as Julius Randle, les avantages de Julius Randle, des plus, mais tu n'as pas les compromis défensifs En fait, c'est que les compromis défensifs étaient tout simplement la conséquence directe des compromis offensifs de Randle et son manque de spacing. Et tout ça, voilà, mis bout à bout, en fait, je sais pas si on se rend compte à quel point ça débloque beaucoup de choses, en fait, pour les line-up. Alors maintenant, il n'y a pas que des plus. Ça pose quand même certaines questions, notamment celle de la profondeur de banc. C'est-à-dire que tu as pas mal creusé pendant ton été sur ta profondeur de banc, tu as envoyé 2-3 joueurs à chaque fois dans chaque trade depuis quelques années. Faut pas oublier qu'en 2022-23, la force des Knicks, c'est pas le 5 majeur, c'est le banc. Le banc qui avait un rendement mais incroyable et qui dégommait tous les bancs adverses, avec Quickley, avec Hartenstein, il y avait Grimes qui jouait beaucoup avec la seconde unit. Tu avais vraiment une superbe profondeur d'effectif que tu as un peu perdu
pour un meilleur 5 majeur, on est d'accord. Mais du coup, sur le banc, tu as Deuce McBride qui peut parfaitement se fondre un peu dans ce système. Et je pense que ses progrès sont aussi attendus, mais qui va avoir de vraies minutes, 20-25 minutes, je pense, par match. Parce que 3&D et aucun compromis et que du plus, entre guillemets, pardon. Et Mitchell Robinson s'il est en forme. En plus du 5 majeur, on va dire projeté avec Towns en 5 ou alors voilà. Enfin, en tout cas, tu as ce Big Six avec le 5 majeur et Mitchell Robinson, où Mitchell Robinson est dans le 5 à la place de Josh Hart et Josh Hart est ton sixième. Mais voilà, tu as un peu ce Big Six qui se dégage. Et McBride qui va jouer. Mais derrière ça, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et c'est vrai que moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que peut-être le perdant de l'intersaison, c'est Precious Achiuwa. C'est Precious Achiuwa parce que si tu as la possibilité de jouer des line-up un peu avec Towns en 5, avec Mitchell Robinson en 5, etc., en fait, tu auras forcément, on va dire, si tout le monde est en santé, un des deux sur le terrain. Et la grande force de Precious Achiuwa, c'est qu'il apportait une polyvalence défensive qu'il pouvait jouer des line-up avec plus de switch. Sauf que si tu as Towns ou Robinson sur le terrain, déjà, Robinson et Achiuwa, c'est pas possible. Donc, les seuls line-up, ce serait Towns et Achiuwa. Alors, tu peux projeter un peu plus de switch, c'est vrai, et Towns on ball, mais Towns, il va se faire cibler si tu es sur des line-up plus en switch. Et donc, finalement, j'ai un peu du mal à y croire, ces line-up avec les deux. Alors, peut-être que tu peux avoir des line-up où il n'y a ni Towns, ni Robinson, sur le début de saison, où Robinson n'est pas là de facto. Et donc, Achiuwa va jouer, mais moi, j'ai l'impression que si tout le monde est à 100%, Achiuwa n'a plus vraiment de valeur puisque tu vas, pour moi, jouer moins de line-up en switch avec Towns. Forcément. Donc, quid de la valeur de Achiuwa ? Est-ce que ça pourrait pas être lui un peu la monnaie d'échange de la dernière pièce ? Parce que, en l'état, il faut bien le dire, on a un peu l'impression qu'il manque une pièce et qu'il est un peu déséquilibré le roster. T'as Towns, Robinson, Achiuwa, Jericho Sims et peut-être Hugh Portis sur un poste 5, même si voilà, on va dire qu'on va s'arrêter à Sims. Tu as 4 intérieurs, alors tu peux en faire jouer 2 vu que tu as Towns qui t'apporte ton spacing et ça c'est génial. Mais tu as quand même 4 intérieurs. Sur les lignes arrière, tu as Bronson, Tyler Colleg et Miles McBride. Alors j'adore Miles McBride, il a le boost un peu des longs bras qui le permettent de jouer à côté de Bronson par moment, par séquence, mais il reste quand même très petit et il peut se faire cibler. Et tu as Tyler Colleg qui est tout petit, qui est une liability défensive énorme. Alors en saison régulière, je pense que ça va aller. Et Tyler Colleg, du coup, va vraiment gagner en importance parce que ce sera peut-être lui le créateur principal sans Bronson. Donc vraiment, il va avoir de l'importance. Mais finalement, tu peux pas faire jouer vraiment McBride et Colleg en même temps. Et donc tu te retrouves sur les ailes un peu à poil, j'ai envie de dire. Parce que tu as Mikal, Josh Hart et OG Anunoby, c'est super. C'est vraiment super. Mais derrière c'est un peu plus compliqué. Ce que j'aime bien, mine de rien, c'est que quoi qu'on en dise, Landry Shamet, il t'apporte un peu un spacing. Ça, on peut pas lui enlever. C'est que c'est un bon shooter. Il avait été drafté pour ça à l'époque, Landry Shamet aux Sixers. Et oui, avec JJ Redick. Mais c'est quand même plus de 38% en carrière. Et même à la fac, c'était déjà un très bon shooter. Donc Landry Shamet a un profil où tu peux jouer un peu plus des line-up avec un peu plus de shoot. T'as Marcus Morris, je sais pas s'il vient pas plutôt pour le vestiaire qu'autre chose. Et après pardon, je vais reprendre ma phrase, mais après tu as Kevin McCullar qui a été drafté en toute fin de premier tour et qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était à Kansas, c'était le meilleur joueur de Kansas, mais il a déjà 23 ans. C'est un super senior, Kevin McCullar. Et Kevin McCullar, il est beaucoup comparé à Josh Hart. Alors tu te dis, c'est super, remplacer Josh Hart par Josh Hart, et c'est vrai en un sens, mais peut-être qu'avec ce banc, en fait, plus tu deviens un joueur de complément, plus l'importance du shoot est grande. D'autant plus que Kevin McCullar, il n'a pas du tout de 1 le niveau défensif de Josh Hart, et il n'a pas du tout de 2 l'apport que peut avoir Josh Hart au rebond, voire de 2.B, l'apport que peut avoir Josh Hart sur de la transition.
Parce que Josh Hart, sa vraie valeur aussi, c'est que dans cet effectif plutôt lent, il a vraiment ce rôle d'énergizer un peu classique, mais il mène beaucoup de transitions où il prend le rebond et tac, 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 coast to coast. Et c'est vrai que ça a une vraie valeur de ne pas faire de passe, de directement relancer. Bon, sauf quand tu t'appelles Jokic ou un quarterback comme ça qui peut, qui peut transformer un rebond en passe décisive. Donc tu as McCullar qui, pour moi, t'apporte quand même beaucoup de compromis. Et après, tu as un peu une question. Et je trouve la question, en un sens, elle est plutôt fun. Elle est plutôt fun parce que tu as quand même pas comme Dadier, hein, le Français qui était à Ulm l'an dernier, qui a été drafté en 25, qui est très jeune, mais qui est très grand et qui est défensivement on-ball, peut jouer. Et en fait, la question, c'est, en fait, peut-être que si le shoot de pas comme Dadier est là, à un minimum, parce que ce qu'il faut aussi dire avec pas comme Dadier, c'est que c'est un joueur qui a une formation de guard. Et ça se voit, il a de très 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 bons instincts pour le jeu, de connecting, etc. Mais c'est un peu comme McCullar. S'ils vont jouer, ce qui va définir ce qu'ils vont jouer, bah, c'est le niveau de shoot. C'est le niveau de shoot. Donc voilà, là, il faut bien comprendre qu'on cherche à remplacer Josh Hart, OG Anunoby et notre ami Mikal Bridges. Et donc en fait, pas comme Dadier, on était c'est un projet, bah en fait il y a une vraie place pour lui à prendre parce que il est finalement aussi plus grand qu'un Kevin McCullar qui est un 6'5", et donc pas comme Dadier c'est un 6'7", donc 2 mètres plutôt 0'1", là où McCullar c'est 1m95. Et donc ouais, je pense que pas comme Dadier, si le shoot est un peu réel sur ce qu'on a vu l'an dernier, le français, et ben il peut avoir un vrai rôle à jouer. Alors, c'est fun, mais ça ne te fait pas gagner. Mais, et pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce trade était un hasard, on va dire. C'est quand je vois les moves de Shamet, qui a un peu le profil de DiVincenzo de shooter, même si DiVincenzo était assez incroyable, hein, franchement, parce que c'était un vrai shooter en mouvement. Et c'était vraiment une source de création aussi, son mouvement pour l'attaque. Landry Shamet n'a pas ça et n'aura jamais ça, mais il apporte quand même un profil de shooter. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. C'est vraiment cool parce que je pense qu'il peut avoir un impact un peu plus grand qu'un McCullar ou un Dadier qui va faire des erreurs parce qu'il est jeune. Et il va mal faire le X-out, il va mal faire ceci, il va mal faire cela. Et on le sait, il va avoir des moments comme ça avec Pacom. Mais du coup, ça nous amène quand même à autre chose, à un autre point. On va parler de beaucoup de choses. Mais peut-être que, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis hier, mais dont on a parlé tout de suite un peu, c'est est-ce qu'il n'y a pas la possibilité en fait de transformer un Mitchell Robinson en 2 joueurs pour un peu retrouver cette profondeur de banc, parce que si on fait les comptes quand même, un petit bilan, mais du coup tu as le Big Six que j'ai dit en comptant Mitchell Robinson, Deuce McBride, et après tu as Tyler Collet, tu sais pas s'il peut jouer en playoff, les ailes c'est assez incertain, au KK quand même il n'y a quand même pas de shoot du tout, donc voilà, donc il y a un peu un manque de profondeur, et la question c'est est-ce que tu peux pas transformer Mitchell Robinson en 2 joueurs finalement, en 2 joueurs, et ça ce serait un gros ajout. Alors là, me demandez pas qui, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est vrai que moi un nom que j'aimerais beaucoup voir, c'est Walker Kessler. Alors je vais aller très vite dessus parce que c'est un nom qu'on a beaucoup vu. Je ne sais pas ce qu'il faut pour avoir Walker Kessler, mais c'est vrai que moi je trouve ça assez génial. S'il y a la possibilité de faire ce trade, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire direct parce que Walker Kessler, déjà de 1, il lui reste 2 années en contrat rookie, en 20e choix de draft je crois, donc un tout petit tarif, ça doit être 5 millions l'année. Et surtout, Walker Kessler, si on se dit pour viabiliser Towns, il faut un protecteur de cercle d'élite, Walker Kessler quoi. Walker Kessler dans le Rudy Gobert-like, il est parfait. Il serait parfait. Et si tu peux avoir, alors je sais pas si c'est vraiment ça, si la valeur de Kessler est si basse que ça, mais si tu peux avoir un par exemple un Robinson et peut-être un pas comme Dadier que j'adore, hein, mais voilà, là on explore un peu les possibilités. Et un pas comme Dadier, du coup pas tout de suite, mais plutôt aux alentours de la deadline, contre un Walker Kessler et un joueur un peu peut-être avec une 3e équipe, mais dans l'aile de meilleur niveau. Là c'est dommage parce que moi j'aurais beaucoup aimé par exemple un Simone Fontecchio qui maintenant est parti à Détroit, donc il est plus à Utah, donc mais un joueur dans ce style-là un peu plus aguerri et qui peut t'apporter de la profondeur. Et voilà, en tout cas pour moi,
la cible numéro 1 des Knicks aujourd'hui, s'il doit y avoir un nouveau trade, ça doit être Walker Kessler. À moins que improbable retournement du style, j'ai vu qu'il y avait les Pélicans, et je sais pas si par exemple les salaires matcheraient, mais si les Pélicans décident de prolonger Ingram, et du coup ils se disent bon bah Trey Murphy, au final on n'en veut pas, on préfère Mitchell Robinson, bon bah là oui, là on fait une statue à Leon Rose, mais bon, c'est pas trop le sujet. Enfin, je pense que ce ne sera pas le sujet parce que Trey Murphy, faut bien. Enfin, en fait, j'ai dit ça parce que j'ai vu un tweet à ce propos sur la com US, mais je pense que les gars, Trey Murphy quand même, sa cote, enfin, c'est un sacré joueur. C'est un sacré joueur, offensif et défensif. Mais bon, permettons-nous de rêver. On sait jamais, Mais je sais même pas si c'est ce qu'il faudrait vraiment à ces Knicks. Je pense que il y a quelque chose qui est très très bien avec ce trade, c'est que, comme j'ai dit, je vais me répéter peut-être, mais avec Julius Randle, tu avais un peu des compromis avec beaucoup de line-up. Et l'ajout de ce trade, c'est que tu as une possibilité de différentes line-up, un éventail bien plus grand. Bien plus grand qu'avant. Bien plus grand qu'avant, parce que comme j'ai dit, tu peux jouer avec Mitchell et Kat, là où tu pouvais pas jouer avec Mitchell Robinson et Julius Randle, Josh Hart, etc. Mais du coup, malgré tout, il y a quand même un besoin un peu de renfort, mais on est trop dans l'expectative et j'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce que c'est pas si intéressant. Je préfère un peu analyser ce qu'il y a sur le terrain. Enfin, ce qu'on a de concret plutôt. Mais donc, si on résume un peu l'apport de Towns aux Knicks, bah, c'est quand même possibilité de continuer à jouer big, mais en gardant du spacing. Possibilité de jouer du 5-out potentiellement, tout en ayant un bon niveau défensif, je pense, parce que vu que tu as Towns en 5, tu peux avoir un Josh Hart ou Giannunoby. Tu as un 5 majeur sous contrat pendant très longtemps. Ça, c'est génial. Et tu as redynamisé beaucoup de joueurs. Je pense que ça augmente encore, on va dire, le plafond d'efficacité d'un Jalen Brunson. Le rôle de Josh Hart va être encore plus important. Michael Bridges va être pouvoir mis que on-ball, c'est assez génial, puisqu'il n'y a plus DiVincenzo, c'est ça la conséquence. Mais du coup, Michael Bridges, vraiment, voilà. T'as vraiment beaucoup de choses dans ce style, et en plus, ça laisse un peu... c'est peut-être mon côté fan, faudrait peut-être dire, il y a une inquiétude sur la rotation des ailes. Je pense qu'on va dire ça plutôt. Mais il y a aussi un côté fun le côté fun, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent exploser. Et je vais pas dire. Je pense qu'il n'y a pas personne. Je pense qu'il y a une petite profondeur un peu sous-côté avec Dadier, McCullar, Okeke, Marcus Morris, Landry Shamet. Alors c'est pas fan de Marcus Morris. Je suis pas fan de Marcus Morris et de Landry Shamet. Mais même McCullar, je suis pas un grand fan. Mais malgré tout, je pense qu'il y en a au moins un ou deux qui peuvent rentrer dans une rotation de saison régulière, largement. Et en plus, ça redonne aussi un rôle à Tyler Kolek offensivement en sortie de banc, puisque moi je projetais beaucoup, pour finir, j'ai pas à détailler ça, une seconde unit où il y a Julius Randle et Donte DiVincenzo ensemble, main à main, et c'est ce qu'on avait vu. Et là, ok, tu peux dire, ok, je stagger Towns et Brunson. Et donc j'ai Towns qui crée, mais Towns en créateur principal, je le préfère en connecteur. Là où Randle, je pouvais le voir en créateur principal sur une seconde unit. Et donc peut-être que Tyler Kolek, création en sortie de banc, d'autant plus importante. Mais donc voilà un peu pour le côté Knicks. Je sais même pas combien de temps on est. On est à 1 heure. Je vais essayer de pas faire trop long non plus. Si on arrive à faire 1 heure, c'est pas trop mal. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais essayer de m'arrêter là. Mais du coup, côté Wolves, tu récupères Julius Randle et Donte DiVincenzo. Et c'est vrai que la première chose à dire, je vais un peu paraphraser d'autres personnes, mais le move est avant tout financier. Puisque Towns, il avait 52 millions l'année prochaine. Et Julius Randle, on l'a dit, c'était un peu une des angoisses des Knicks. Et c'est pour ça que les deux équipes se sont entendues pour un transfert. Parce que une des angoisses des Knicks, c'était que Randle parte libre. Mais les Wolves
eux, ce qu'ils ont envie. Alors moi, je trouve ça assez dommageable parce que je pense que leur équipe, il y avait des ajouts à la marge à faire et le noyau était solide, mais on va dire ils assainissent leurs finances. Ça, c'est indéniable. Parce que du coup, en tradant Randle et DiVincenzo contre Towns, l'été prochain, le contrat de Randle il saute. Et donc, tu transformes 52 millions de Towns en 12 millions. Donc, tu économises 40 millions plus les frais en plus. Les frais de port, non. Les frais en plus parce que tu es dans la taxe. Parce que les Wolves sont dans la taxe. Et donc, ouais, c'est un vrai move d'assainissement financier pour essayer. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils resteront au-dessus du cap, enfin au-dessus au-dessus du salary cap, de la limite du salary cap. Donc, ils ont plutôt de pic de draft, donc je sais pas comment ils vont se renforcer, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que t'assainis grandement les finances. Et sportivement, on peut en parler aussi. Mais sportivement, mine de rien, la première chose à dire, c'est que tu récupères 2 joueurs contre 1, là où un de tes soucis, c'était peut-être ta profondeur, et surtout, alors que tu avais perdu Kyle Anderson. Et t'apportes aussi des profils offensifs, mais ça, on va peut-être y revenir après. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si Towns y part, c'est aussi parce que Naz Reid est dans l'effectif. Et Naz Reid, on peut dire ce qu'on veut, mais son profil... c'est aussi un peu un stretch big qui peut donc un peu remplacer Towns, même si je pense qu'il n'a pas son niveau de passing, il n'a pas son niveau de post-up, il n'a pas son niveau de shoot même, et c'est peut-être ça qui fait un peu peur, c'est que en fait l'année dernière il est à 41.5, Naz Reid 41.5%, 41,5% à 3 points, mais à quel point c'est pas une surchauffe. S'il refait ses stats, évidemment que c'est viable à côté de Gobert comme Towns était viable. Mais en fait, Naz Reid, c'est un peu une anomalie, sa saison dernière. C'est un peu une anomalie. C'est parce qu'en fait, en carrière, c'est plus un joueur qui est aux alentours des 34, 35, 36, 37%. Et peut-être, sans doute, que son niveau il se situe là, quoi. Il se situe là. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que 100% de ses tirs à 3 points sont assistés. Alors, c'est pas inquiétant, c'est que du catch and shoot, mais... Ce que je veux dire, c'est que le pourcentage à 3 points n'est pas trompeur. N'est pas trompeur comme avec d'autres où il y a l'influence du pull-up. Voilà, en 2023, c'est 35%, 35%, 36% l'année d'avant. Donc voilà, depuis 3 ans, même depuis son entrée en NBA, c'est plutôt entre 34 et 36% que 41,6%. Et si on regarde les lancers francs, ouais, pareil. C'est plus entre 68 et 75% au lancer franc. Donc pas un indicateur incroyable d'un shooter d'élite. Donc quelque chose qui peut faire un peu peur, même si j'aime beaucoup Naz Reid et son profil défensif, et même peut-être encore meilleur dans les schémas des Wolves, à part si tu joues Jokic et que tu veux mettre Towns sur Jokic. Mais là où il est encore meilleur, c'est qu'il est plus mobile. Il est plus fin, il est plus agile, donc il est plus mobile et il est moins ciblable, on va dire, que Towns sur du pick and roll. Mais même s'il est un peu moins bon, du coup, en protection de panier. Mais oui, le vrai problème, c'est qu'offensivement, est-ce que le shoot va tenir ? Est-ce que... Quelque part, si c'est 37%, c'est déjà très bien. Mais du coup, on sera loin de Towns. Et c'est là où c'est dommageable, c'est que le spacing était déjà un de tes problèmes l'an dernier. Et là, sur 3 fronts courtes, tu as Jaden McDaniels et Rudy Gobert qui sont pas forcément respectés déjà. Et pour les drives d'Anthony Edwards, ouais, ça peut être un vrai problème. Et là où c'est d'autant plus problématique, on commence par les problèmes, on finira par le positif après. Mais là où c'est d'autant plus problématique, c'est que, admettons qu'il reste sur le banc, Naz Reid, et c'est vrai que pour moi, Naz Reid, j'aime pas beaucoup le trophée de 6e homme de l'année, mais pas comment il est décerné. En soi, le trophée, je le trouve intéressant. Et ce que j'aime beaucoup avec Naz Reid, c'est qu'il offrait une vraie plus-value, en fait, à ce banc et à ses Wolves, parce qu'il t'offrait la possibilité de jouer des schémas en switch, un peu plus, différent de ceux de Gobert, parce que c'est pas du tout un protecteur de cercle. Et il t'offrait la possibilité de jouer du 5-out par moment. Donc voilà, ça reste un joueur avec une énorme valeur structurelle, mine de rien, Naz Reid, et à voir si elle se confirme. Mais du coup,
Si on n'a pas Nasrid, admettons qu'il reste sur le banc parce que il a cet impact et en fait son profil il est tellement différent de Gobert que c'est trop bien de l'avoir en backup parce que tu peux multiplier les line-up. Et donc t'as qui? Tu mets Julius Randle dans le 5. Ok. Mais là niveau spacing, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué que Nasrid. Parce que Randle, on le connaît. On sait que c'est pas un très bon shooter et pas très respecté. Donc, ouais. Donc, ouais, je sais pas. Pour moi, Randle, il ramène complètement tous les compromis que j'avais un peu évoqués dans sa vidéo. C'est-à-dire que, ouais, dans le 5 majeur, avec un pivot non-shooter, en plus un ailier qui ne shoot pas trop non plus, il y a déjà tes autres créateurs, puisque tu veux plutôt créer avec Mike Conley et Anthony Edwards. Quelle est sa vraie valeur? Alors peut-être que je me trompe et qu'on va avoir un Anthony Edwards un peu plus off-ball et peut-être que on va pouvoir avoir un peu ce qu'on avait avec Bronson, c'est-à-dire des séquences où Edwards est off-ball et Randle est créateur. Mais peut-être que la vraie valeur du coup de Randle, c'est peut-être pas avec le 5 majeur où le spacing il pose vraiment question. Elle est pas non plus défensive, même si je pense que défensivement ça peut vraiment être pas mal défensivement Randle aux Wolves. Non, la vraie valeur c'est peut-être sur la création en sortie de banc. Mais là encore, ça me pose une question parce que là où les Knicks t'avaient un vrai trou sans du Jalen Brunson, là les Wolves ils ont quand même drafté Rob Dillingham. Et c'est vrai que du coup, tu peux peut-être un peu te dire, ok, Rob Dillingham off-ball, on l'a déjà vu, c'est un super shooter en mouvement. C'est vrai, à Kentucky, je pense que c'est un des meilleurs shooters de la draft. Le toucher de balle est assez certain. Et il shootera toujours en NBA. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Mais en fait, même si, pardon, je m'égare, mais même s'il préfère sortir sur son épaule gauche, sur son épaule droite, parce que sinon il doit prendre un petit dribble pour se relocaliser, etc. Ça, c'est d'autres questions. Mais voilà, ça c'est sorti de ma tête, pardon, j'avais besoin de le dire. Mais en fait, ouais, Rob Dillingham, pourquoi il a été top 10, pourquoi il est monté aussi haut dans les mocks? C'est parce qu'il y a un côté créatif, créateur de jeu de haut niveau. Créateur de jeu sur pick and roll, où il a le flotteur. Moi, je me disais, ouais, en fait, avec Gobert, c'est super. Et il y avait des vraies séquences aussi de pick and roll petit. Donc, peut-être que tu peux le projeter avec un Edwards, où lui jouait avec Rich Shepard à Kentucky. Tu avais Rich Shepard en poseur d'écran, qui ensuite faisait des ghost screens, ça il l'utilisait beaucoup. Et pourquoi il l'utilisait beaucoup? Parce qu'en fait, Rob Dillingham, il était peut-être plus à l'aise encore avec un pick and pop qu'avec un pick and roll. Et oui, il jouait avec le Croate, notamment en fin de saison, qui prenait quelques pick and pop. Le jeune là, qui est retourné en NCAA, Ivicic, je crois. Je vais vous chercher son nom. Pendant que je parle, je vais vous chercher son nom, mais oui, c'était un intérieur qui prenait des pick and pop. Et en fait, pourquoi? Oui, parce que Rob Dillingham, il avait plus d'espace et on voyait encore plus, de sa créativité finalement. Sur le flotteur, du coup, pour finir au cercle, ou sur son jeu en drive and kick qui est franchement très bon. Donc ouais, voilà, Zvonimir Ivicic, pivot croate de 7'2", donc très grand, 9 août 2003, 21 ans, et qui était à Kentucky. Voilà, je crois qu'il va peut-être se présenter l'année prochaine. Donc retenez peut-être le nom, je sais pas, peut-être. Et il me semble qu'il est... allé... Est-ce qu'il est retourné à Kentucky? Il me semble qu'il n'est pas parti par hasard à Arkansas. Il n'est pas parti à Arkansas? Si, c'est ça. Bon, parenthèse terminée avec Zvonimir Ivicic, pas du tout aux Wolves. Mais ça pour dire que, ouais, en fait, ce pick and pop, il était cool parce que tu pouvais le projeter avec Towns en sortie de banc et tu avais un duo créateur sur des secondes units qui est vraiment sympa parce que tu peux avoir un peu le truc de Rob Dillingham, il joue le pick and pop, il peut jouer le pick and roll s'il joue avec Gobert, il peut jouer le pick and pop aussi avec Nasrid, donc ça il pourra toujours le jouer, même si avec Towns c'est un peu mieux, et aussi on peut avoir un peu Towns on ball et Rob Dillingham off ball, c'est vrai, mais du coup tu peux toujours l'avoir avec Randle et Dillingham off ball, mais du coup l'inverse, la réciproque n'est plus vraie. Tu peux plus avoir Rob Dillingham on ball avec Julius Randle puisqu'il t'apporte un peu tous ces compromis dont on a discuté avant.
C'est-à-dire qu'il peut pas rouler, il peut pas popper vraiment, donc c'est un peu embêtant en fait. Tu peux pas vraiment jouer de pick and roll avec Julius Randle. Et donc en fait, ouais, bah, si tu voulais juste un shooter en mouvement, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire de Rob Dillingham? Est-ce que c'est vraiment ça? D'autant plus que dans ce rôle de shooter en mouvement, tu as du coup un joueur, pour moi, qui est un apport assez incroyable pour les Wolves, pour le coup, c'est Donte DiVincenzo. Incroyable parce que DiVincenzo, il sort d'une saison au shoot monumentale. Monumentale, vraiment, je pense que dans la discussion des shooters, il est un peu oublié. Mais ouais, une variété de shoot assez ouf. Et ce qui est cool, c'est que peut-être on disait ouais, juste Randle on ball et des mains à main avec Rob Dillingham. Je suis pas sûr parce qu'en fait, il a déjà une très bonne synergie avec Donte DiVincenzo. Et donc, si tu es un contender, tu vas chercher la performance. Et donc, ton duo créateur en sortie de banc, qui va fonctionner le mieux au day one, je pense que ce sera DiVincenzo Randle, si tu veux utiliser Randle. Donc, vis-à-vis de Dillingham, je comprends pas trop. Je comprends pas trop, surtout que des line-up. Donc, si tu te dis, la seconde unit, il n'y a pas Gobert, tu as peut-être un Naz Reid, Randle, Dillingham, DiVincenzo. Bon, là, tu es quand même sur des line-up très, très offensives, quoi. Mais bon, on va pas que fonctionner en line-up. Je pense que l'ajout de DiVincenzo, il t'apporte quand même quelque chose qui a manqué en playoff. C'est l'aspect d'avoir un shooter d'élite, tout simplement. Et sur certains match-up, face à certaines défenses qui ne respectent pas Jaden McDaniels, et face à qui Jaden McDaniels n'a pas forcément un impact défensif génialissime, enfin aussi grand que face aux Suns, par exemple. Je pense évidemment à la série contre Dallas. Dallas qui abandonnait Jaden McDaniels et Jaden McDaniels ne pouvait pas être sur Doncic, en gros style trait, même s'il a beaucoup défendu sur Doncic, mais peut-être que les meilleures séquences c'était sans doute avec Kyle Anderson sur Doncic. Hein. Mais du coup, dans ces séries, autant peut-être sacrifier la défense de Jaden McDaniels et mettre un shooter d'élite. Et ça, tu pouvais pas le faire l'année dernière, et là, tu peux le faire avec DiVincenzo. Et là, ça aurait changé la donne en termes de spacing chez ces Wolves. Donc cet ajout, il est très cool, surtout que le contrat de DiVincenzo, il est incroyable. Il est incroyable parce que c'est au moment où il l'a signé, je crois, c'est 48 millions sur 4 ans. Donc là, cette année, c'est 11 millions 4, l'année prochaine, c'est 12 millions, et il y a encore une année après, à 12 millions 5. Donc, ouais, cet ajout, il est cool, mais du coup, je trouve que Julius Randle, ça pose un peu, il apporte un peu tous ses compromis à Minnesota. Il peut apporter de la création qui manquait un peu, mais il apporte quand même beaucoup de compromis et je trouve qu'il bride un peu, notre ami Rob Dillingham. Mais du coup, pour finir, justement, on peut parler de Julius Randle. Il y a peut-être en fait un monde où juste Julius Randle, il est en fin de contrat, les Wolves ne veulent pas le garder. Parce que la line-up c'est plutôt avec Naz Reid, on veut prolonger Naz Reid, on veut quand même développer Rob Dillingham, etc. On garde DiVincenzo parce que trop plug and play. Mais du coup, il y a un monde où on va chercher à le trader avant de le perdre contre rien l'été prochain. Contre d'autres assets, puisque là, le gros de l'assainissement des finances, il est fait. Il est fait, et la question que je me pose, et je sais que j'ai vu beaucoup de gens en parler, et c'est un gros sujet sur les réseaux, mais c'est où va finir Julius Randle. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que les Wolves n'ont pas forcément d'assets à coller à Julius Randle. On sait qu'un moyen de par exemple, le sortir de l'effectif, de le trader, ce serait de le coller à un jeune ou à un pick. Et c'est vrai que là, en termes de pick, t'as plus grand chose. Bon, même si t'as récupéré du coup... je crois que je sais pas si c'est eux qui l'ont récupéré. Mais bon, le first pick des Knicks, même si c'est un first pick qui appartient aux Pistons et qui est ultra protégé, donc les Wolves verront pas avant un certain temps. Mais en termes de jeunes, t'as Leonard Miller et c'est grosso modo tout quoi, qui a été drafté tout début de second tour 2023. Mais qui avait une très grosse cote avant l'année de draft, donc avant son année en G-League. Lui, il était en G-League. Mais du coup, est-ce que ça va vraiment attirer des gens, Leonard Miller, sachant qu'on l'a presque pas vu, même on l'a pas vu du tout, hein, on va le dire, en NBA. Est-ce que ça va vraiment intéresser des équipes en reconstruction ? Je sais pas. Je suis même pas sûr. Je suis pas sûr.
Et donc je me dis, peut-être que du coup, ça va peut-être plutôt être une équipe compétitive. Mais du coup, quelle équipe compétitive va être intéressée par le profil de Randle? Je sais pas. J'ai vu le Heat. Enfin, j'ai vu que le Heat était intéressé avant l'échange par Randle. Il y avait déjà des discussions. Ouais, moi j'avoue que beaucoup de gens y croient et défensivement je pense que je peux y croire, mais offensivement j'ai un peu du mal, parce que Butler, Bam et Randle, je vois pas la synergie. Je vois pas la synergie. Il y a les Clippers à 100%, ouais, ce serait franchement cool aux Clippers. Un côté créateur comme ça, une option de création de jeu un peu différente. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant avec d'autant plus qu'ils ont une équipe défensive ultra sérieuse. Mais sinon, à part ces deux-là, j'ai un peu du mal à y croire aux autres. Je sais qu'on a vu Atlanta, mais je comprends pas. Peut-être les Hornets. Les Hornets, ça peut être intéressant. Alors, je sais juste pas qu'ils sont sérieux, mais ça peut être un profil un peu de création un peu aussi différente. Donc voilà, c'est pour mettre la mélo off-ball. Ça peut être sympa, mais bon, t'as quand même Tidjane Salin et Grant Williams, quoi. Qui sont, bon, pas des créateurs du coup, mais des profils, surtout Tidjane, en lesquels tu sembles croire. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'encore une fois, je sais pas à quoi m'attendre, mais où va finir Julius Randle, c'est un peu la grande question. Et du coup, mon avis, c'est, je vous le donne rapidement tant qu'on est là, mais c'est que je serais pas étonné qu'il reste aux Wolves en fait. Qu'il reste aux Wolves et que les Wolves trouvent pas d'offres qui leur conviennent. Trouvent pas d'offres qui leur conviennent et que du coup, il reste un peu notre ami Julius dans le Minnesota. Et quelque part, ouais, je voulais un peu aussi profiter de ce podcast pour dire que le joueur m'a énervé, mais je trouvais l'humain Julius Randle, de ce qu'on voyait en tout cas nous en France, très touchant en fait. Très, même s'il était très émotif, mais je trouve que ouais, tout ce qu'il a fait, l'attachement qu'il avait à la ville de New York, etc. Et mine de rien, voilà, il a quand même participé activement au redressement des Knicks. Et ouais, peut-être que tu écoutes ce podcast, Julius, but thanks a lot. Mais non, voilà. Bon, voilà, tout ça pour dire que je trouve ça, voilà, c'est la fin d'un chapitre. Je suis content finalement qu'ils partent pas contre rien. Mais quand même, ça a été des hauts et des bas, plus de bas que de hauts peut-être, mais ça a été. Il a quand même participé au redressement et ça, faut pas l'oublier. On ne t'oubliera pas quand ils soulèveront le trophée Larry O'Brien, tout simplement. Bon, je pense qu'il est un peu temps de conclure cet épisode. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, faudra que je vois ça au montage, mais je pense beaucoup trop long. Mais en tout cas, je pense, gardons un œil sur les Knicks. Ça peut être une équipe une équipe qui continue de bouger, hein. Et je pense que les Knicks, en fait, là où, pour finir, voilà, je vais un peu finir la timeline de mon avis sur les Knicks de cet été. C'est-à-dire que quand Michael Bridges est tradé, je me dis, ok, bon, s'ils ont fait ce move, ça veut dire qu'ils savent que Isaiah Hartenstein reste. Et donc, ça fait du sens de donner 4-5 premiers tours de draft. et là, ouais, t'as une équipe ultra sérieuse et tu peux trouver un point de chute à Randle puisque t'as Hartenstein un peu dans ce rôle de passeur et tu peux vraiment trouver le profil parfait à la place de Randle, quitte à mettre un joueur avec, quoi. Et finalement, Hartenstein ne reste pas et ça change un peu tout. Ça change un peu tout puisque tu te retrouves tout de suite plus forcément très fourni sur le poste intérieur. Tu deviens très dépendant de Mitchell Robinson. Julius Randle, du coup, a un rôle aussi important. Il apporte quand même beaucoup de compromis et donc moi, je les voyais vraiment en outsider. Bon, pas ultra serein, on va dire, quoi. Baptiste, devant cette équipe, parce que pour moi, bon, en fait, le cas Randle courait à la catastrophe. Pour moi, parce que la meilleure line-up aurait été sans lui, et il y aurait eu beaucoup de problèmes, etc. Je pense liés à ça, qui découlent de ça. Finalement, avec ce trade, je trouve que ça redynamise encore un peu le projet. Alors, même si le projet ne fait que monter, hein, mais je trouve que ça le recrédibilise un peu parce que tu gommes un peu tous les compromis et tu te donnes du temps.
tu te donnes du temps pour voir si pas comme Dadier, en fait c'est un bon joueur, bah t'as 4 ans de lui et il vient s'ajouter au noyau dur. McBride, le contrat de McBride devient incroyable, pareil pour Tyler Kolek, et tu te donnes en fait le temps de trouver les pièces manquantes d'un noyau dur que je pense bien plus crédible qu'avant. Alors oui, tu as perdu Donte DiVincenzo, et c'est pour ça que tu as un manque de profondeur, mais je trouve que tu te recrédibilises un peu. Hein, tu te remets sur des rails, de très bonnes rails, on va dire, pour le projet ultime, c'est-à-dire jouer le titre. Et je pense que dès cette saison, s'il y a 1 ou 2 ajustements pendant la saison, tu peux être ultra crédible. Et ça me ravit tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus parce que là, ça fait beaucoup trop de temps que je parle. Merci de m'avoir écouté pour ce monologue, ce tunnel interminable. J'espère que l'épisode vous aura plu, cet épisode surprise vous aura plu. Je vous dis à très très vite sur le Dreamcast Show, tout simplement. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais voilà, j'étais un peu obligé de faire cet épisode. Merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous et passez une bonne fin de journée. Je n'arrive plus à parler. Et à bientôt. Ciao, ciao.